Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous servir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Les titres du journal. Le baccalauréat session 2021 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, des cas de fraude ont été signalés dans les zones de Doubrika, Farana, Lola et Zérekoré. C'est du moins ce qui ressort du bilan à mi-parcours effectué par le secrétaire général national de l'éducation. De son côté, le porte-parole du MENA indique qu'il n'y a eu aucune fuite des sujets. Vous les entendez tous dans ce journal. Les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile étaient face aux hommes de médias ce vendredi pour la traditionnelle conférence trimestrielle. Plusieurs points, notamment la criminalité, les tracasseries policières, la délivrance des passeports et des cartes d'identité biométriques étaient à l'ordre du jour. Vous aurez les détails dans cette édition. Ça a été lancé ce vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo dans le stade national olympique d'une capacité de 68 000 places devant quelques 950 officiels et dignitaires. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, baccalauréat, session 2021, des cas de fraude ont été signalés dans les zones de Doubrika, Farana, Lola et Zérekoré. C'est du moins ce qui ressort du bilan mi-parcours effectué par le syndicat national de l'éducation. Selon Michel Pepe Balamou, secrétaire général du SNE, plusieurs candidats et surveillants complices auraient été saisis et exclus du processus d'évaluation. Il invite le département de tutelle à plus de vigilance pour le reste des examens nationaux. Ali Badara Kamara et Abou Kouria Kourouma l'ont rencontré. Suivez. Malgré de multiples réformes entreprises par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour la tenue des examens nationaux et pour la promotion de l'excellence, certains candidats ne s'empêchent de tricher. Pour défier la nouvelle méthode de fouillis, à la rentrée de chaque salle d'examen, quelques candidats ont mis leur téléphone dans le peigne. Certains candidats sont allés très tôt le matin, 5h, 6h, pour coller leur téléphone sous la table. Et maintenant, c'est venir se soumettre aux fouilles systématiques. Et dès lors qu'on finit de les fouiller par les détecteurs de métaux, ils rentrent, ils prennent cela et ils continuent de communiquer avec l'extérieur. Wontanara, c'est le nom du groupe créé sur WhatsApp pour la circonstance par certains encadreurs de quelques écoles privées et publiques. Un groupe dans lequel les traités des premières épreuves du baccalauréat unique session 2021 ont été répertoriés par le SNE. Son secrétaire général situe les responsabilités. Nous pensons qu'il faut interpeller les enseignants. Le problème se situe au niveau des enseignants. La fraude de l'élève est facile à contenir, mais la fraude de l'enseignant, celui-là qui passe 9 mois à enseigner ses élèves, ses candidats, et au moment où il faut les évaluer, c'est ce même-là qui vient encore. Autre dysfonctionnement, c'est le retour du comité de rédaction pour la substitution des copies dans des centres d'examen, précise Michel Pepe Balamou. Cette année, il y a une spécificité, il y a une diminution drastique. Les centres où les candidats ont accès au téléphone passent par la fraude électronique. Les centres où les candidats n'ont pas accès au téléphone ont recours au comité de rédaction où on traite des sujets pour faire entrer par la fenêtre, par des enseignants eux-mêmes et accompagnés par des parents d'élèves sous la complicité de certains chefs de centre, de certains délégués et de certains superviseurs. Il invite le gouvernement à engager des poursuites judiciaires contre des fraudeurs qui usent, selon lui, de tous les moyens à décrédibiliser les examens nationaux. De l'autre côté, les autorités du ministère de l'Éducation rassurent qu'il n'y a eu aucune fuite de sujets. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il a fait savoir au cours d'une interview qu'il a accordée ce vendredi à notre rédaction. Ansa Diawara vient donc mettre au clair les informations qui ont attiré l'attention de la population sur les réseaux sociaux lors de la première journée du baccalauréat. C'est un reportage de Thérèse Massadouno rendu par Ali Badara Kamara.
Cet entretien du porte-parole du ministère de l'Éducation nationale intervient suite aux récentes rumeurs qui ont été à la une sur les réseaux sociaux. Des rumeurs qui ont mentionné des anomalies dans les centres d'examen, notamment la fuite des sujets et des cas de fraude enregistrés lors de la première journée des épreuves du baccalauréat session 2021. La fuite, c'est lorsque l'épreuve est connue d'avance. La fuite, c'est lorsque l'épreuve est découverte avant son lancement. Mais il n'y a pas eu ce cas. Mais quand même, la fraude, comme vous le savez, les enfants, malgré qu'il y ait eu beaucoup de sensibilisation, malgré qu'on leur a dit qu'on a des dispositifs à détecter, voici par exemple le détecteur de téléphone, certains se sont amusés, ils se sont obstinés à envoyer les téléphones. Pour renforcer les dispositifs, Ansa Diawara a sillonné certains établissements. Tout cas de fraude détecté sera poursuivable. Pour un premier temps, il y a deux mesures. Il y a des mesures conservatoires et des mesures judiciaires. Quand un téléphone est pris ou une documentation est prise dans une salle d'examen sans que le surveillant ne participe à la découverte de ça, ça veut dire et l'élève, candidat et les deux surveillants sont renvoyés d'office. Grâce au détecteur de métaux, plusieurs téléphones ont été retirés et des candidats ont été renvoyés après la confiscation de leur portable. Au centre d'examen La Grâce, j'ai fouillé tous les candidats un à un. C'est moi-même. Et j'ai trouvé un téléphone avec ça. Le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale a conclu que l'ambiance de cette deuxième journée est moindre que le premier jour. Et puis aux dernières nouvelles donc de l'évaluation du baccalauréat au compte de cette deuxième journée, 2 surveillants, un homme et une femme ont été arrêtés ce vendredi par le délégué du centre d'examen se trouvant au collège de Mafereya, une sous-préfecture de Forcaria située à 75 km de Conakry. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la situation du baccalauréat session 2021. Autre actualité de cette édition, c'est une instruction qui fait grincer des dents et réjouit certains. Le président de la République, lors du Conseil traditionnel des ministres hier jeudi, a ordonné au ministre de la Santé de fermer les cliniques clandestines. Pour le coordinateur de la Coalition nationale des professionnels de la santé, c'est une mesure qui était attendue, mais il faut donc tout de même l'accompagner par le statut particulier des professionnels de la santé et l'opérationnalisation des ordres des pharmaciens et des médecins, entre autres. Alceni Baré, Ablaï Kamara. Cette instruction de fermeture des cliniques clandestines réjouit bien les médecins et les professionnels de la santé. Il parle de déclaration de sagesse. Le président a mesuré à sa juste valeur l'ampleur de la chose et il a compris avec beaucoup de constats ce que les cliniques sont en train de faire en termes de non seulement d'arnaque de nos concitoyens, mais aussi de les déposséder de leur santé. Les patients soignés dans les cliniques clandestines viennent souvent dans les hôpitaux dans des phases très tardives, avec des complications. Ils n'ont ni la compétence, ni la qualification pour exercer la profession, selon le coordinateur de la CONAPROS. Vous pouvez rester dans les hôpitaux, vous recevez une ordonnance où il y a une prescription de plus de 3 antibiotiques. Ou bien c'est des ordonnances où on va voir par exemple que le patient il est hypertendu, mais il prend des médicaments qui sont très dangereux pour l'hypertension artérielle. C'est des exemples qui n'en finissent pas. Pour réussir le pari de mettre un terme à ces cliniques clandestines, ce médecin préconise de revoir le statut particulier des professionnels de la santé, l'opérationnalisation de l'ordre national des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et surtout la sanction. Il faudrait d'abord que ces mesures-là soient accompagnées par des mesures coercitives. Il faut de la coercition, c'est-à-dire que quand tu es appréhendé, tu n'es pas inscrit à l'ordre national des médecins, tu n'es pas inscrit à l'ordre national des sages-femmes, tu n'es pas inscrit à l'ordre national des biologistes, tu n'es pas inscrit à l'ordre national
des infirmiers, mon frère, mais tu dois faire la prison. Mais c'est de laxisme. Si toutes ces instances-là sont opérationnelles, je vous assure, on n'a pas besoin de dire au ministre de la Santé d'être sur le terrain pour aller fermer les cliniques clandestines. La plupart des médecins évoluant dans les hôpitaux publics du pays ont leur clinique privée à eux. La plaie semble plus que jamais pourrie et profonde, car sa ramification va jusqu'à la vente des faux médicaments. Un reportage signé Alseni et Barré. Je vous le disais également, au sommaire, les directeurs centraux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile étaient ce vendredi face à la presse pour la conférence trimestrielle. Ces derniers ont fait le bilan des activités des 2 mois écoulés et celui en cours. Ils ont également mis l'accent sur la recrudescence du banditisme, les tracasseries policières et autres. Guéna Bangoua, Ousseïna Touba, Lamine Silla ont suivi cette conférence. Voici leur compte-rendu. La restructuration de la direction centrale de la police routière, le transfert de propriété pour l'établissement des cartes grises et immatriculation, les cas de viol enregistrés sont entre autres sujets débattus lors de cette 3e conférence trimestrielle de la police nationale. Nombre de cas d'accident pour le 2e trimestre, 994 cas d'accident. En le comparant avec le 1er trimestre, qui était de 897, il y a plus de 97 cas. Personnes tuées, 2e trimestre, 210. Personnes blessées graves, 428. Personnes blessées légères, 433. Dégâts matériels importants, 182. Dégâts matériels légers, 236. Selon les responsables de la police, certains policiers sont souvent responsables d'arnaques dans l'exercice de leur métier. Pour y remédier, les postes de superviseurs de zone ont été créés. 10 postes de superviseurs de zone ont été créés et pourvus en cadre. L'implication de ces superviseurs de zone a créé une dynamique au sein de la police routière. Dans son allocution, le directeur national de la police n'a pas manqué d'évoquer l'évasion de Sidi Mohamed Diallo. Il était le cerveau principal de kidnapping de M. Dansoko. Il a été arrêté par nos services, déféré régulièrement et on a appris ces jours-ci qu'il s'est évadé de la même manière que vous. Et puis déjà c'est un homme averti, certainement il est sorti avec une autre stratégie et puisque la police aussi a plusieurs stratégies, on a même des stratégies à l'international parce que nous sommes membres de l'Interpol, nous sommes à sa recherche et quand il sera arrêté, vous serez informé au temps opportun. Le banditisme est un phénomène récurrent en saison hivernale. À l'avenir, la direction promet de changer la donne dans le cadre de la sécurité des citoyens. En plus bref et en image, les sociétés de téléphonie mobile sont menacées de sanctions par l'ARPT suite à la grève que la FESATEL a déclenchée depuis quelques semaines. L'autorité de régulation des postes et télécommunications dénonce ce qu'elle qualifie de non mise en place du service minimum suite à la grève de cette structure syndicale. Pour la FESATEL, l'ARPT devrait plutôt ouvrir des négociations avec elle au lieu de proférer des menaces. Vendredi, pluvieux à Conakry, vous l'avez constaté, dans certains quartiers, la pluie a commencé dès 6 h du matin et jusqu'à 18 h. Le ciel n'était pas dégagé et beaucoup se sont vus contraints d'affronter les courants. Mamadou Saliouba nous montre quelques images de cette journée. Suivez. 12h15 à Wanindara, sur la route Le Prince. Ici, cela fait maintenant 7 heures qu'il pleut, presque sans interruption. Impossible d'apercevoir les rails. Les piétons avancent avec prudence. Un saut dans l'inconnu. À quelques mètres de là, entre Kisoso et Wanindara, la même image, mais avec une certaine pression qu'aucun motard, encore moins un piéton, ne pouvait affronter. Un vendredi pluvieux, ici, seuls les automobilistes prennent le risque d'affronter le courant. La pression est forte. À Sangoya, une autre image, celle d'une fontaine créée par les eaux de ruissellement et qui se jette sur la chaussée, obligeant ainsi les automobilistes à garder le pied sur l'accélérateur. Quelques mètres plus haut,
Toujours à Sangoya, cette fille se retrouve bloquée. Aucune chance ne s'offre à elle. Ici, les eaux de ruissellement ont formé une véritable cascade. À Conakry, on n'attend pas la pluie pour faire ses affaires. Justement, Mohamed Salouba, il faut dire que cette pluie a créé des dégâts par endroits à Kolaya Imprimerie de la commune de Matam. Des citoyens payent les frais d'une construction anarchique. L'eau obstruée par les travaux de construction d'un immeuble s'est frayée en chemin aux grandes dames des victimes qui demandent immédiatement une réparation. Yibrilba, Mamadou Sadio Baldé, Ablay Kamara pour le reportage. Nous sommes à Kolea Imprimerie dans la commune de Matam. Ici, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du jeudi au vendredi laisse ses traces. Des latrines détruites, un mur qui s'écroule, c'est l'atmosphère qui règne ce matin dans la famille Ndoye. Selon les victimes, cette inondation a été provoquée grâce aux travaux de construction d'un immeuble R+4 entamé par leurs voisins. Ces agrégats déversés sur la route bloquent le passage de l'eau. C'est notre voisin qui est en train de construire R+4. Mais tout le matériel qui fait monter, il met sur la route. Il n'a pas un lieu ou l'espace qui lui permettra de faire ses travaux. Dans la famille, c'est la colère. Il a fallu l'intervention de certains jeunes du quartier pour éviter le pire. Pourtant, le concessionnaire affirme avoir prévenu son voisin. Moi, je l'ai appelé pour lui dire, monsieur, le sable qui est sur la route là, c'est le passage de l'eau. Enlever, il a dit non, il ne peut pas. Enlever plusieurs fois, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas compris. Maintenant, aujourd'hui, il y a une forte pluie, l'eau n'a pas pu passer, c'est rentré dans nos maisons, ça fait beaucoup de dégâts. C'est ce qui s'est passé, l'eau de ruissellement qui rentre là, c'est très fort, même moi, je n'ai pas pu retenir l'eau. En cas de non-réparation des dégâts, Ndoye n'exclut pas de porter plainte. Il n'a qu'à reprendre carrément tous les dégâts qu'il a eu à faire ici. Il doit reprendre ça. Il doit reprendre. S'il ne reprend pas, je porte plainte. Au moment où nous quittions les lieux, le nommé Madi Conté, mis en cause dans cette affaire, avait dépêché une délégation en vue de trouver une solution à l'amiable avec les victimes. Autre actualité de cette édition, quelques années auparavant, la Guinée était connue pour ses fruits abondants et accessibles à tous. Hélas, depuis un moment, les fruits connaissent une hausse sur le marché. Les vendeuses sont souvent accusées de procéder à une augmentation fantaisiste des prix. Elles se défendent en accusant à leur tour les fournisseurs. Pour essayer d'en savoir plus, Mamadou Siré-Bari, Marissa Kamara et Abouakar Kekebangoura les ont rencontrés. Reportage. Ces fruits sont cultivés et vendus en Guinée, par conséquent, ils ne subissent aucune taxe à l'importation. Pourtant, figurez-vous, ils sont plus chers que certains produits importés. Consommer les fruits du terroir est devenu un luxe. Ce luxe, beaucoup de Guinéens ne peuvent pas se l'offrir. Une pastèque, par exemple, peut coûter 80 000 francs guinéens. Cela représente plus que le revenu journalier minimum du Guinéen. Avant, le transport ne coûte que 300 000 ou 400 000. Maintenant, on parle d'1 million ou de 2 millions. Sur ces 2 millions, tu dois rajouter tes frais, chercher l'argent de ton fournisseur et ton intérêt. C'est ce qui a augmenté le prix des pastèques. On les achète entre 45 000 et 60 000 maintenant. Par rapport à cette hausse des fruits, des citoyens pointent du doigt les vendeuses. Celles-ci, à leur tour, accusent leurs fournisseurs. Selon elles, c'est la chaîne normale. Quand certaines viennent acheter, ils disent que les fruits sont chers. Ils oublient à quel prix on achète les fruits, nous. Nous, on accuse l'état de la route. Si les camions bougent de l'intérieur, ils ne rentrent pas le même jour. Beaucoup de fruits pourrissent avant qu'ils n'arrivent à la destination. Cette hausse n'est pas seulement mal vécue par les consommateurs. Les vendeuses aussi en payent un lourd tribut. Souvent les invendus, les fruits pourris, elles en comptent par dizaines tous les jours. Ce qui ne les arrange pas, toutes ces pertes, ce sont elles qui les endossent. Quand les fruits pourrissent, on n'a aucun bénéfice. Tu es obligé de prendre ton propre argent pour rembourser le propriétaire. Malgré une production en fruits estimée à 180 000 tonnes par an,
Cette production ne semble pas influencer les prix sur le marché. À cela s'ajoute la crise du coronavirus qui a vu augmenter les difficultés de déplacement des personnes et des marchandises. Tenez-vous bien, cela fait 6 ans depuis que Chérif Diallo, journaliste au groupe Adafo Média, nous a quittés. Le comité qui a été mis en place, piloté par certains journalistes pour suivre le dossier d'enquête, ne constate aucune évolution. Jusqu'à présent, c'est une triste réalité donc pour ses collègues qui gardent une bonne image de lui et espèrent le revoir un jour. Malixia Yana Kamara, reportage. Le 23 juillet 2015, il est venu à la rédaction mouillée pour faire son élément de reportage qu'il avait du mal à finaliser parce qu'il était en jeûne. Depuis que Chérif Diallo a quitté Adafo ces jours-là, il n'a jamais été revu. Après 6 ans, l'émotion est toujours remarquée chez ses collègues qui le qualifient de travailleur, respectueux, chaleureux. Selon Djibril Ba, qui était avec lui avant sa disparition, il explique avec un cœur serré. Finalement, il a pu traiter son sujet, mais ça a été tardif. Et en rentrant, on apprend qu'il a été vraiment kidnappé, s'il faut utiliser comme ça le mot. Donc le lendemain, en tant que collègue, tout le monde était là, subjugué, surpris, et se posait la question, où est parti Chérif Diallo? D'un coup comme ça, j'étais à la maison, j'ai entendu que Chérif a disparu, on ne le voit pas depuis 2 jours. Je viens ici, je constate la panique totale au niveau de tout le monde, à tous les niveaux. Ça m'a donné un coup très dur. Je ne pouvais pas imaginer. Ce jeune journaliste a travaillé au groupe Adafo Média plusieurs années, chose qui a permis à ses collègues de mener des démarches afin qu'il soit retrouvé. Il s'agit des conférences de presse, communiqués et même une marche du port autonome de Conakry à la haute autorité de la communication. L'image qui m'a marqué, c'était cette banderole qui était prise par les confrères et sur laquelle on disait « Rendez-nous Chérif Diallo ». Ça m'a vraiment marqué. Cette disparition peut être liée à son métier de journaliste, mais malgré toutes ces années passées, c'est toujours bon de garder espoir, selon ses anciens collègues. Est-il décédé ou en tout cas a-t-il été attaqué ou bien a-t-il subi un accident? En fait, ce sont toutes ces questions qui restent encore sans réponse. C'est pourquoi il est difficile encore jusqu'à présent de faire le deuil de Chérif parce qu'on n'a aucune nouvelle de lui depuis toutes ces années. Ce dossier d'enquête doit être relancé par la justice afin que sa famille et ses proches soient informés qu'il est décédé ou vivant, propose ses collègues. 6 ans depuis qu'il a donc disparu, nous espérons le retrouver un jour. La paix en Guinée, toujours au centre des préoccupations des citoyens guinéens pour alléger donc la situation socio-politique et administrative. La formation des jeunes filles, la sensibilisation et des prières sont au rendez-vous chez Aya Mariam Doubayabi. Ces actions ne passent pas inaperçues chez certaines personnes. Hier jeudi, elle a reçu la ministre d'État conseillère à la présidence. Compte rendu, Yana Bangoura, Lamine Silla. Nommée par la Fédération internationale pour la paix comme ambassadrice de la paix en Guinée, Hadja Mariama Siré Diaby ne baisse pas les bras. C'est dans cette logique qu'elle a reçu ce jeudi la ministre d'État, conseillère spéciale à la présidence de la République. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du tissu social dans le pays. C'est une rencontre religieuse qui vise à faire des échanges entre les fidèles et profiter faire des sensibilisations pour le bonheur de notre pays. Pour Radia Nantou Chérif, cette visite est une nécessité pour encourager Radia Doubayabi dans la réussite de sa mission d'ambassadrice de la paix, gage de tout développement d'une nation. J'ai été très heureuse de savoir qu'elle a été nommée ambassadrice de la paix, Djeri Bagdabi, et là Djeri Bagdabi, et 2 autres aussi, je crois. Parce que plus nous sommes nombreux
comme ambassadeur de la paix en Guinée, mieux ça vaut, parce qu'on va conjuguer nos efforts pour véhiculer le message de la paix dans notre pays. Les prix des denrées alimentaires s'envolent. Pourtant, la Guinée dispose d'un énorme potentiel agricole, une situation qui irrite Raganantou Chérif. La Guinée n'est pas seule dans cette situation de cherté de la vie. Mais ce que je constate dans notre pays, c'est qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent pour sciemment soulever la population contre le gouvernement. Et ça, c'est pas bien. Ces deux personnalités interpellent les dirigeants et les dirigés à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Kolaboui, en deuil, Amara Kumbasa, connu sous le nom de Pérez, est décédé jeudi à l'hôpital de la base militaire à Conakry après une intervention chirurgicale dans la famille mortuaire. Autorités locales et administratives lui ont rendu un vibrant hommage. Reportage Oumar Sori Kamara, Aïssatou Kesso Diallo et Salifouli Fossissé. Nous sommes dans le secteur Nyankalia, dans la commune rurale de Kolaboui, après le cortège funèbre de feu Amara Kumbasa, connu sous le sobriquet Pérez. Décédé ce jeudi à Conakry lors d'une intervention chirurgicale à l'hôpital de la base militaire, devant le symposium à la maison des jeunes de Kolaboui, amis et collaborateurs venus des différents districts et villages environnants lui ont rendu un dernier hommage. Peu Ibrahima et de Beliba Bangoura était l'un des piliers et membres fondateurs de la jeunesse de Kolaboui. Tu nous as soudainement quittés pour rejoindre tes ancêtres au royaume éternel. Nous ne t'oublierons jamais. Né le 1er janvier 1968 à Kolaboui dans le secteur Bokaria, Pérez Amara Kumbasa était l'un des piliers et membres fondateurs de la jeunesse de Kolaboui. Colonel Sedouba Kumbasa a, au nom de la délégation de Conakry, témoigné la bravoure de cet homme pour le développement harmonieux de cette collectivité. L'homme ne peut pas être content de la mort de son prochain, mais nous sommes satisfaits par rapport au soutien du président professeur Alpha Condé et de toute la population de Kolaboui qui est sortie massivement pour lui rendre un dernier hommage. Nous disons merci au nom de la famille à toute la population de Kolaboui. Larmes aux yeux, le maire de la commune rurale de Kolaboui dit avoir perdu un grand homme. Selon lui, le défunt Amara Kumbasa a fait preuve de courage au sein du groupe de la jeunesse de Kolaboui avec pour seul objectif la paix et la quiétude sociale dans cette ville carrefour. Je suis dans le regret à Kolaboui, un jeune leader capable, intelligent. Il est à la portée de tout le monde. Même un enfant peut le conduire. Aujourd'hui, j'ai le regret que je ne peux pas me déterminer devant vous. Je ne sais où mener ma tête. Parce que voilà un leader que je reconnais. Sans lui, j'aurais beaucoup à faire. Pour parler du défunt, sa fille cadette ne peut pas contrôler ses émotions. Très attristée, elle prie pour le repos éternel de son âme. Je prie Dieu de pardonner mon père et je demande à toutes les personnes de bonne foi de pardonner mon papa pour tout le mal qu'il a causé. Amara Kumbasa Pérez laisse derrière lui 2 veuves et 6 enfants. Des feux d'artifice ont été lancés ce matin lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo dans le stade national olympique d'une capacité de 68 000 places devant quelques 950 officiels et dignitaires dont l'empereur du Japon, le président français et la première dame des États-Unis. Suivez. Le grand départ des Jeux olympiques de Tokyo a été donné avec la cérémonie d'ouverture vendredi. Le spectacle de près de 4 heures à huis clos a notamment rendu hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19. Le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques de Tokyo a été donc donné au stade olympique de la capitale japonaise avec toutes les incertitudes sur la tenue de la compétition et l'absence de public. Les organisateurs ont proposé un spectacle de 4 heures plutôt sombre par rapport aux dernières éditions des JO. En fin de soirée, c'est la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, reflet de la diversité du pays, qui a allumé la vasque olympique. Les 206 délégations ont défilé en première partie de la cérémonie.
Elles comptaient chacune 2 porte-drapeaux pour la première fois dans l'histoire des Jeux. La judokate Clarisse Agbenienou et le gymnaste Samir Haït Saïd ont conduit l'équipe de France dans le stade. Près de 80 athlètes tricolores ont défilé ce vendredi. Et c'est sur cet élément que prend fin ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à l'équipe technique du jour, à Djibril Ba qui m'a aidé à vous le présenter et à vous, téléspectateurs d'Espace TV. Bonsoir.